Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, on est à quelques heures de l'heure de vérité. J'ai pris une journée, comme je vous avais dit, pour vous répondre, mais surtout aussi pour écouter les épisodes que j'avais pas eu le temps d'écouter, pour me remettre à jour. Donc, ça a été un petit peu intense. Fait que j'ai été débordé d'occupation double depuis une journée. C'est pas facile. Je pourrais vous dire que c'est pas facile. Mais ça me fait super plaisir de le faire pour vous autres parce que je vous adore. Bref, je pense que je vais faire un récapitulatif de la saison un peu plus après l'heure de vérité, après cette semaine. Pour justement parler de ce qui peut s'être dit durant l'heure de vérité. Je sais pas non plus les autres épisodes, ça semble être des épisodes qui sont axés sur d'anciennes saisons, des joueurs d'anciennes saisons. Enfin, je pense pas qu'on va avoir grand chose à discuter par rapport à ça. Mais néanmoins, je vais vous faire un autre épisode pour wrapper la saison, pour la terminer en beauté, si je puis dire, avec les derniers détails. Si vous avez des questions aussi par rapport à l'heure de vérité, ben ça va être sur ce vidéo aussi que vous êtes mieux de les écrire. Comme ça, la prochaine fois, je vais faire le tour et je vais vous répondre par rapport à ça. Aussi, j'ai pas eu le temps de faire le tour de toutes les questions que j'avais reçues sur Facebook. Je pense qu'il y en a certaines qui vont se répéter par rapport à ce que j'ai déjà aujourd'hui. Mais si j'ai pas répondu à votre question, inquiétez-vous pas, je vais le faire quand même dans un avenir rapproché dans le prochain vidéo. Donc, la finale s'est déroulée exactement comme on l'avait prédit, c'est-à-dire Matt Judy qui a gagné. C'était assez prévisible en mon sens. Kevin qui a gagné le choix du public en tant que bon perdant. Là. Ça aussi, c'était très prévisible de ce côté-là. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que ils n'ont pas dévoilé aucun pourcentage. Ce que je trouvais qui était intéressant dans les années précédentes. J'ai hâte de voir si peut-être ils vont le faire lors de l'heure de vérité. Ils vont peut-être dire, ben finalement, tel couple a eu tel pourcentage, tel autre a eu tel autre pourcentage. J'aimerais ça. Sincèrement, ça. Même s'ils peuvent mentir sur les pourcentages, en mon sens, ça donne comme une certaine légitimité au vote de savoir à peu près où ce que les couples se situaient. Est-ce que c'était vraiment dévalorisant par rapport à certains? On se rappelle un peu l'année passée avec, je pense, c'est Olivier Pézy qui avait reçu quoi 8% du vote ou quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que ça fait mal à entendre. Est-ce que cette année, ils ont décidé de ne pas faire ça justement dans cette optique-là, de pas qu'il y ait un couple qui ait l'air d'avoir été mis vraiment de côté ou de dire qu'il y a un couple qui a vraiment été ultra dominant l'année passée, ça les a pas empêchés, mais cette année, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, ben, le mood est différent, donc on va laisser passer ça. Bref, j'ai trouvé ça dommage. J'ai hâte de voir à l'heure de vérité si ils vont avoir changé ça un peu. Euh, on a vu aussi dans beaucoup d'extraits cette semaine comment que Mathieu s'en voulait par rapport aux propos qu'il avait tenus. J'ai hâte de voir la répercussion que ça a à l'heure de vérité parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est assez intense à l'heure de vérité que Mathieu mange une volée par les autres joueurs durant cette heure de vérité-là. Et j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut s'en vouloir? Oui. Mais je pense que ça a été une belle leçon de vie. Et je pense que, sincèrement, de ce côté-là, beaucoup de gens, sincèrement, en tout cas je le crois, beaucoup de gens, s'ils voyaient comment ils agissent au quotidien, euh, changeraient leur façon d'agir ou se rendraient compte des fois de l'aspect néfaste, négatif qu'ils peuvent avoir sur leurs environnements et sur les autres personnes. C'est pas donné à tout le monde, évidemment. C'est vraiment dans la télé-réalité qu'on est capable de le voir. C'est quand les gens sont filmés qu'on est capable de le voir. Mais si la majorité de la population était filmée et qu'ils revoyaient les extraits de leur journée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient cette introspection-là de se dire ouh, j'ai peut-être pas été correct là-dessus, ou là, j'ai dépassé les limites pour telle ou telle raison. Et donc, de ce côté-là, je crois Mathieu quand il dit qu'il s'en veut. Néanmoins, il faut qu'il fasse face à la musique, c'est-à-dire que malheureusement, il a mal agi.
et les gens vont le détester pour ça. Les gens vont frapper dessus parce que c'est facile de frapper dessus présentement. Moi, je dirais, le jeu est terminé. Il a l'air de s'en vouloir. On va passer à d'autres choses parce que c'est pas mieux de faire à Mathieu ce qui a été fait à Kevin, c'est-à-dire de s'acharner sur son cas. Moi, personnellement, présentement, je suis comme Mathieu a perdu. C'est correct. Dans mon livre à moi, ça fait la job. On passe à un autre appel. J'ai hâte de voir avec l'heure de vérité qu'est-ce que les autres concurrents vont dire à ce propos-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues de Mathieu qui va sortir? Ça, c'est un gros point d'interrogation. À ce moment-là, on en reparlera. Mais fort probablement que le show va être dirigé beaucoup sur Mathieu et Camille. En mon sens, l'heure de vérité va être beaucoup sur eux. Mathieu risque d'avoir la pression beaucoup plus sur les épaules que Camille. Camille a l'air de s'en foutre un peu, a l'air de se détacher de tout ça. Mathieu a l'air d'un gars beaucoup plus émotif et on voit que ça peut jouer dans sa relation par rapport à Claudie. Donc, on va voir l'impact que ça va avoir, mais j'ai hâte de voir l'heure de vérité. Vous autres, est-ce que vous avez hâte de voir? Je suis un petit peu à la dernière minute par contre pour l'heure de vérité, mais je vais mettre mon vidéo quand même quelques heures avant en ligne, donc vous avez le temps de l'écouter quand même. Donc, aujourd'hui, c'était beaucoup pour répondre à vos questions, parce que vous avez eu beaucoup de commentaires sur mon mur, sur Facebook, mais aussi sur YouTube, surtout sur YouTube, je vous dirais. Donc, je voulais faire un petit récapitulatif de tout ce que vous m'aviez écrit dans les dernières semaines. J'avais pas eu le temps de vous répondre, et je veux faire le tour avec vous autres aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va être instructif pour vous, et que vous allez apprécier ce que je vais vous donner comme matériel. On a eu Émile, qui nous a dit... Est-ce que tu crois que ce serait faisable et que ça ferait du sens un All-Star Occupation Double? Non. J'aimerais... Ça pourrait être intéressant. Mais le problème d'un All-Star d'Occupation Double, c'est le fait que l'enjeu d'Occupation Double, c'est de former un couple. Et évidemment, la majorité des gens qui ont participé à Occupation Double sont maintenant en couple. Je veux dire, les gens, surtout de d'autres saisons, des saisons antérieures, sont en couple. Il y a des gens qui ont même fondé des familles. Il y a des joueurs un peu plus importants, là, on s'entend. Des joueurs qu'on veut voir dans un All-Star. Donc, l'enjeu de revenir à Occupation Double fait aucun sens. Surtout qu'Occupation Double, si la production d'Occupation Double avait emmené le show vers une autre direction et de dire... Les histoires de couple, on s'en fout. Là, je vous dirais, oui, là, ça fait du sens. À partir du moment que l'histoire de couple est sortie de l'image, là, vous avez plein de possibilités à ramener certains anciens joueurs et à les faire s'entretuer, on pourrait dire un peu comme Love Story All-Star, la revanche, où ce que là, vous ramenez les meilleurs joueurs et qu'eux autres se battent pour un prix à la fin, mais c'est un prix individuel. Tandis que à Occupation Double, ben, c'est l'histoire de couple qui empêche ce concept-là. Donc, est-ce qu'il y aurait des joueurs qui ne sont pas en couple qui reviendraient? Oui, j'en doute pas. Mais est-ce que ce serait des joueurs qu'on veut revoir? Là, présentement, on peut se dire, ben dans la dernière saison, oui, il y a Kevin. Kevin peut revenir probablement, puis peut-être Jonathan de l'année dernière. Mais je vais prendre l'exemple. Maude est en couple désormais. Donc, je vous dirais, est-ce que c'est faisable? Peut-être, en forçant, mais logiquement, non. Puis l'univers d'Occupation Double est un univers un peu particulier par rapport aux joueurs parce que les anciens joueurs des anciennes saisons, souvent, vont chiller, vont faire le party avec les nouveaux joueurs, fait qu'ils se connaissent à l'extérieur. Donc, c'est pas le même mood que de faire une nouvelle saison avec plein de gens qui ne se connaissent pas ou peu. Là, maintenant, les joueurs se connaissent beaucoup. Ça a été un peu la problématique aussi de Love Story All-Star. Je dis toujours All-Star, mais c'est la revanche. Donc, c'est que les joueurs se connaissaient à l'extérieur, donc ça a un impact direct par rapport au jeu qui est joué à l'intérieur. Je ne sais pas à quel point ça serait pertinent d'avoir une occupation double All-Star. Peut-être que oui, si les règles changent, mais dans les règles actuelles, je vous dirais que non, je pense pas que ça se produise. On a eu Yann Mallette qui nous a demandé comment tu trouves Jay en tant qu'animateur. La première saison que je l'ai écouté, j'étais pas sûr parce que je trouvais que Jay était un peu maladroit. Il était aussi nerveux, anxieux. J'ai commencé à l'apprécier un peu plus avec Occupation Double Grèce et sincèrement,
je l'aime bien. Moi, personnellement, en tant qu'animateur, j'aime le fait qu'il va revenir la saison prochaine parce que, pour être bien honnête avec vous, si je regarde les 3 dernières saisons, il y a 2 choses qui m'ont rendu la vie plus facile en écoutant Occupation Double. Ça a été la présence de Maud l'année dernière et ça a été la présence de Jay en tant qu'animateur. Donc, je considère que c'est un gros highlight du show parce que c'est une des 2 choses que j'ai appréciées des 3 dernières saisons. Côté stratégie, côté joueur, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'embarquer émotionnellement avec même les joueurs en place, ou la stratégie, ou les twists de la production ou autre. Mais Jay reste quand même un élément qui, en mon sens, est intéressant à écouter. Je trouve que il amène ce petit côté funné qui pousse pas trop, puis qui est capable de rire de lui-même, qui est capable de. Tu sais, qui amène un côté genre de malaise, mais qui essaie de le reprendre avec l'humour assez aisément. Et il est quand même respecté par les joueurs, c'est important. Et on n'est pas dans une catégorie de télé-réalité sérieuse comme on peut l'avoir avec, je vais prendre l'exemple de Big Brother aux États-Unis ou Survivor, Amazing Race. Parce que là, vous avez besoin d'un animateur qui est beaucoup plus sérieux parce que l'animateur amène le côté stratégique, émotionnel. Donc, l'animateur n'est pas là pour faire des jokes ou faire le show. L'animateur met entre les mains des joueurs la possibilité de faire le show. Lui, il ne fait que poser des questions pour que nous, en tant que téléspectateurs, on comprenne. Donc, Passion Double, c'est pas vraiment le même principe, c'est pas la même touche de professionnalisme, si je puis dire. Fait que Jay répond bien, à mon sens, dans ce type de télé-réalité-là. Par contre, je verrais pas Jay animer quelque chose comme Survivor, entre autres. Euh, on a eu Libération. Euh, Libération nous a parlé. J'aimerais bien que vous nous fassiez part de l'histoire des gars qui ont fait un mauvais coup à Carl dans la douche. Qu'un gars le prend en photo tout nu, que la production a mis cette vidéo en ligne de la nudité de Carl non censurée pendant une vingtaine de 20-30 minutes sur le site d'Occupation Double. Euh, c'est toujours déplorable, en mon sens, que il y ait des images de gens, bon, nus ou autres, qui peuvent circuler par, je vous dirais, une erreur de la production. Parce que, à mon sens, c'était pas quelque chose qui était mal intentionné par rapport à Carl. Euh, moi, je vois des fois j'ai vu un peu les coulisses de shows et de la production derrière. Et des fois, c'est la folie furieuse. Les gens essayent de sortir des trucs pour garder les forums actifs, pour garder le page Facebook active, pour donner du croustillant, pour montrer des trucs. Et ça se garoche d'un bord puis de l'autre. Et des fois, ils font pas nécessairement attention à tout le côté editing en arrière. Donc, ils skippent des étapes pour aller vite. Et malheureusement, peut survenir des événements comme ça, comme la vidéo de Carl qui était nu dans la douche. D'un autre côté, je tiens à dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport à la nudité, par rapport bon, à ce qu'on voit, puis c'est dans le cas aussi de Mathieu, que la production a montré, sa bitcherie et autres. Quand on participe à une télé-réalité comme ça, on signe un très gros contrat. Je pense encore le mien d'ailleurs aussi ici. Euh, on signe un contrat dans lequel il est stipulé que la production peut utiliser n'importe quelle image qu'on projette, à l'exception de quand on est sur la bolle de toilette ou bon, si on va pisser ou autre, là, vraiment, puis c'est pour ça que souvent quand vous voyez une télé-réalité, la salle de toilette est distincte de tout le reste, des douches et autres. Parce que la règle, c'est vraiment. Et ça fait un peu état par rapport au scandale qu'il y avait eu avec Guy Cloutier lors du premier Love Story. Parce que je pense qu'il avait accès à ça. Puis il y avait eu en tout cas, il y avait des gens qui regardaient. Puis autres. Là, on tombera pas dans ce scandale-là aujourd'hui. Mais si on exclut la salle de toilette, partout ailleurs, les images peuvent être utilisées par la production. Et c'est quelque chose qui est très, très, très clair dans notre contrat. Est-ce que moralement c'est acceptable? Je vous dirais non. Je comprends le fait que ça allait déraper par rapport à ça. D'un autre côté, les joueurs sont au
courant de ça. Et donc, ça n'a pas été fait, je pourrais dire, à l'insu de Carl, parce que des images comme ça peuvent se présenter. Au même titre que dans la nuit de l'amour, si tu décides de coucher avec ta blonde et que tu te garoches un peu plus d'un bord puis de l'autre, puis qu'il y a plein de choses qui se passent, ben la production peut l'utiliser. C'est plate, mais c'est ça. Ça fait partie du deal qu'on met en place avant le show. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand il y a des images qui peuvent circuler ou des choses qui peuvent se voir sur Internet, les joueurs n'ont aucun recours par rapport à ça pour poursuivre ou pour blâmer la production parce que ça fait partie du deal. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de poursuite à ce niveau-là contre les maisons de production. Ça fait partie du contrat. La production met toujours... dans le fond, en tout cas, moi je parle de mon expérience, la production dit toujours on va tout faire en notre possible pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'image dégradante ou nue qui circule de vous. Mais il peut y avoir du dérapage qui, un membre de la production a oublié une séquence, a oublié d'éteindre un feed qui est en direct, a oublié quelque chose. Malheureusement, vous avez vu un peu dans les coulisses avec OD Extra et autres, toute la logistique, le nombre de moniteurs qu'il peut avoir, le nombre de personnes qu'il peut avoir. Et c'est facile d'avoir quelqu'un qui fasse un oubli, une personne qui s'accroche, puis qui ait ce genre d'événements-là qui surviennent. Donc, est-ce que c'est plate pour Carl? Oui. D'un autre côté, comme je vous dis, tous les joueurs sont au courant de cette règle-là, que ça peut arriver. Et donc, que la production ait retiré les images aussi rapidement, je crois que ça démontre la bonne volonté. Ça a démontré aussi le fait que probablement que c'était pas ça qu'ils voulaient montrer et qu'ils s'en sont rendus compte après coup. C'était une erreur, oui, mais c'était une erreur qui était dans le côté raisonnable du contrat que les participants signent avant de s'embarquer dans une aventure comme ça. Donc, ensuite, on a eu Maudit Mode qui nous a écrit pourquoi il y a un délai aussi long par rapport aux 3 semaines. Donc, pourquoi que la production nous parvient comme 3 semaines en retard, que nous autres, on le voit en direct. Ben, on le voit pas en direct, on le voit comme 3 semaines derrière ce qui est la réalité. À la story, au moins le dimanche, tu es en direct. Il me semble que c'est long en chien leur affaire. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Occupation Double essaye de faire un mix de ce que Survivor fait aux États-Unis. C'est-à-dire que Survivor, eux, filment énormément à l'avance la saison pour être capable de monter le show en fonction du futur. C'est-à-dire que quand Survivor se termine, la saison actuelle de Survivor a été filmée au mois de mars en 2019, en mars 2019. Donc, ça fait en sorte que quand on va connaître le gagnant, ça va faire quasiment 8 ou 9 mois que la saison est terminée. Survivor, eux, se permettent ça parce que pour eux, quand ils arrivent lors du montage, ils savent déjà ce qui va se passer. Ils savent déjà quel joueur va gagner la saison. Ils savent déjà qui va faire des moves un peu plus intéressants le long de la route. Et donc, ils bâtissent leurs histoires en fonction de ça. Donc, eux autres partent comme de la fin et remontent au début. C'est une façon de rendre le show beaucoup plus intéressant. Donc, de dire que tu donnes aux téléspectateurs un peu de hype et du côté intéressant de la chose, de dire je veux voir telle personne gagner ou je ne veux pas voir telle personne gagner et de créer l'histoire en fonction de ça. Donc, Survivor a énormément de recul par rapport à ça. Occupation Double, eux font un mix. Ils font un mix un peu de Love Story qui était en direct et un mix de Survivor qui est décalé de plusieurs mois. Donc, ils font un décalage de 3 semaines en se disant, avec 3 semaines, ça leur permet de bâtir une histoire un peu d'avance sans être trop d'avance. Et là, en bâtissant cette histoire-là, ils sont capables de vous donner des séquences qui sont reliées directement à ce qui risque de se passer dans le futur. Donc, par exemple, Camille, en la voyant vraiment atroce, puis méchante, puis dégueulasse,
ben, c'était beaucoup plus facile pour la production de créer ce personnage-là qui était sans cœur, en sachant fort bien qu'elle ne se rendait pas en finale. Parce qu'en se rendant en finale, le backlash aurait peut-être été beaucoup plus intense. C'était beaucoup plus facile de créer une histoire sympathique autour de Kevin, sans dire que c'est pas quelque chose qu'il a fait quand même, là, qu'il n'a pas été une bonne personne durant une partie de l'aventure, mais c'était beaucoup plus facile de créer cette vision-là de lui, alors qu'on savait aussi qu'il se rendait pas à la fin. Et qui, dans le fond, que Jen allait se faire éliminer, qu'il allait se retrouver tout seul. Fait que les gens pouvaient compatir avec lui. Ce délai de 3 semaines-là lui permet de jouer un peu dans le temps par rapport à l'histoire qu'il raconte. Ils savent déjà dans 3 semaines. Donc, en sachant déjà dans 3 semaines c'est quoi qui s'est passé, ils peuvent dire, écoute, tel joueur, fous-toi-en cette semaine parce qu'il part la semaine prochaine. Comme les nouveaux, quand il y a eu Philippe, Étienne, c'est comme t'as pas besoin de les mettre dans le show. Là. Écoute, on va leur faire une activité, ça va être tout. Là. Ils vont partir tout de suite après. Fait que ça te donne cette possibilité-là de savoir exactement ce qui s'en vient. Et c'est pour ça qu'ils se donnent cette marge de manœuvre-là. On a vu aussi côté production, ben là, on a vu qu'il y avait quelqu'un qui partait de l'Afrique du Sud, qui revenait à Montréal avec les tapes pour les donner à la production, qui eux autres s'enlignaient sur le montage des émissions et autres. Bon, en mon sens, c'est peut-être des étapes de trop, qui rallongent encore plus. Mais je pense que de toute façon, le délai de 3 semaines existe quand même pour créer un bon montage, pour que les gens soient heureux de l'histoire qui va se dérouler. Et je pense que autant que ça peut les aider dans beaucoup de scénarios, autant que je vais prendre à Occupation Double Grèce, ça les a nuit. Parce qu'avec ce délai-là, ils se sont rendus compte comme trop tard de l'appréciation du public de Jonathan et Maude, alors que Jonathan et Maude allaient se faire éliminer de toute façon. Et je pense qu'ils n'ont pas pu s'adapter par rapport à ça. Fait que, mais je pense que globalement, ça peut ressembler à ça. Fait que c'est vraiment une question plus technique par rapport à le fait de monter l'émission plus qu'autre chose. Et ça lui permet de jouer aussi avec certaines twists, ça lui permet de jouer avec certaines situations. Avec 3 semaines d'avance, ils ont cette latitude-là de s'il y a certaines séquences qu'ils ne veulent pas montrer, puis on le voit un peu, dans la dernière semaine, on l'a vu, ils ont coupé énormément de séquences sur beaucoup de choses. Là, ils nous les montrent parce que c'est bien cute ou ça n'a plus d'impact. Mais c'est le genre de choses qu'ils font parce qu'ils savent c'est quoi qui s'en vient. Puis ça résume un peu la raison pourquoi ils le font. On a eu Laurie Pepsi qui a écrit c'est moi où cette année il n'y a juste pas de game, pas de stratégie, le jeu est mort si on enlève les dizaines de twists que la production fait. Et parallèlement à Laurie Pepsi, il y a eu Matt M qui a dit est-ce que c'est possible d'être stratégique à Occupation Double en raison du trop grand nombre de twists. Et là, je mixe ces deux questions-là ensemble parce que je vous en ai parlé l'année dernière durant Occupation Double Grèce. Le problème d'un jeu qui a trop de twists, comme Occupation Double, et en sachant que Occupation Double, maintenant, on a eu la confirmation l'année passée avec l'élimination de Jonathan et Maude, maintenant qu'on sait hors de tout doute que la production ne veut pas avoir autre chose que des coupes à la fin, et vu l'impact de tous les twists qu'ils mettent tout au long de l'aventure, ça place les joueurs en mode défensif. Et de ce côté-là, parce que tu sais pas ce qui s'en vient, tu sais pas comment que le vote va se dérouler, tu sais absolument rien. Et ça fait en sorte que les joueurs ne se risquent pas. Puis je vais prendre même l'attitude par rapport à Love Story, la revanche. Quand moi j'ai participé au All-Star, on n'avait aucune idée de comment le vote allait se dérouler à toutes les semaines. Y avait-tu des immunités du public à toutes les semaines? C'était-tu une élimination à l'interne toutes les semaines? C'était-tu un vote du public une fois de temps en temps? Y a-tu des immunités à gagner? Y a-tu le titre de patron? On savait rien. Il n'y avait aucune constante sur laquelle on pouvait se baser pour se dire moi, ben avec cette constante-là, on est capable de créer quelque chose. Et donc, ça fait en sorte qu'en tant que joueur, ben tu vas jouer défensivement. Tu sais pas ce qui s'en vient, tu veux pas te mettre dans le trouble. Fait que
généralement, des joueurs comme ça vont utiliser la stratégie un peu qui a été utilisée par Karl, Mathieu et Chiari, c'est-à-dire une stratégie du nombre. Euh, Avec une stratégie du nombre, tu es capable d'arriver et de te dire écoute, je contrôle la majorité du vote. Donc, généralement, je peux faire face à peu près n'importe quelle situation. Généralement. Donc, tu joues safe, tu as une majorité de ton bord et tu vas toujours voter en bloc contre les personnes qui sont en dehors de ton alliance. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la production va dire écoute, je ne veux pas voir cette situation-là se produire et ils vont essayer de mettre une twist pour péter les alliances. Mais généralement, au moins, la majorité des gens de cette alliance-là vont se rendre à la fin. On l'a quand même vu cette année avec justement Mathieu, Chiari et Carl. Ils ont failli se rendre dans les 3 derniers avec les alliances. Et si Carl avait suivi son idée de garder Louis, probablement que ça serait arrivé, ça se serait produit. Mais donc, c'est ça, les joueurs n'ont pas cette tendance-là à vouloir provoquer quelque chose dans un contexte comme ça. De peur que la semaine prochaine, ça va faire en sorte que, oh boy, il va arriver une twist qui va faire en sorte que ça va te mettre dans la merde. Donc, un joueur peut arriver et dire écoute, moi, Mathieu, Claudie, je veux les voir éliminés, ils sont dangereux, mais ils font partie de mon alliance. De les trahir là, ça fait en sorte que je perds 2 votes, qui fait en sorte que la semaine prochaine, je vais peut-être me faire éliminer par les autres. Tu veux pas ça. Fait que tu joues safe. Il y a un côté amical aussi. Je veux dire, les gens ont des liens, ils ont des amis et autres, mais ça donne pas la place à des gens qui veulent être plus stratégiques, à agir d'une certaine façon. Puis on l'a vu quand même, rendu dans les 4 derniers, quand ça a été un vote, on pourrait dire, plus individuel, qui n'était pas autour d'une table ou autre, Chiari et Alexandre, tout de suite, ont voté Carl et Ophelia out. C'était peut-être pas nécessairement la meilleure stratégie pour eux autres, mais quand même qui a démontré que il était prêt à risquer. Là, par contre, il n'y avait plus rien à risquer réellement, dans le sens que le place était déjà définitive dans les 3 derniers si il ne se faisait pas éliminer. Donc, de prendre le risque d'éliminer Carl Ophelia était plus un si gros risque pour eux autres. Mais c'était parce qu'ils étaient sûrs d'être dans les 3 derniers. C'est pas le cas si on commence la saison comme ça. Les joueurs ont cette insécurité-là par rapport au twist de la production. Et c'est pour ça que c'est pas bon de mettre trop de twists. C'est bon d'arriver que la production mette une twist au début, ou préviennent des twists à l'avance, et là de voir comment que les joueurs vont réagir par rapport à ces twists-là. Mais là, la production prend vraiment le lead de dire je mets des twists pour faire l'action et non pas je donne aux joueurs la puissance de poser des gestes pour créer l'action. C'est la production qui fait la job des joueurs à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que Occupation Double ne peut pas garder un rythme ultra intense au fil du temps. Du moins, ne peut pas garder un rythme où on va avoir le sentiment que c'est légitime. C'est surtout ça. C'est la légitimité du show, parce qu'on a toujours l'impression que la twist vient favoriser quelqu'un ou est faite pour une certaine raison, au lieu d'arriver puis de simplement laisser les joueurs interagir sans trop de twist et laisser les joueurs aller où ils veulent, mais ça peut faire une finale où ce que un joueur qui serait pas en couple se rendra en finale et pourrait gagner. Tu sais, je vais prendre l'exemple actuellement, si il y avait eu cette possibilité-là, peut-être, je pense pas, mais peut-être que Kevin se serait rendu en finale tout seul. Imaginez-vous qu'il gagne. Ben, tout le concept d'occupation double s'écroule. Et c'est ça que la production ne veut pas qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que c'est très limitatif le fait que la production se mêle des twists comme ça et en mette autant. Cette année, je trouve qu'ils ils ont été un peu plus soft par rapport à le twist, si, mettons, je compare à l'année passée. Mais reste quand même que... Puis, je pense que ça l'a paru, ça a donné de la latitude aux joueurs d'être un peu plus eux-mêmes, si je puis dire, d'essayer de risquer certaines choses. Malheureusement, l'ambiance, quand tu regardes les saisons, quand tu es un habitué d'Occupation Double, puis que tu es habitué qu'il y ait un paquet de twists, tout, ben tu arrives là quand même avec le sentiment que
je peux pas risquer grand-chose parce que la production va de toute façon emmener le show ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est de former un couple. Donc, les joueurs, dès le début, essayent de se spotter quelqu'un, essayent d'être en couple, puis ils se croisent les doigts en faisant comme « Ok, j'y vais all-in avec cette personne-là en espérant d'être le favori du public. » C'est à peu près ça. On a eu Tania qui nous a écrit « Est-ce que dans une télé-réalité comme OD, un méchant qui se rend à la finale a véritablement des chances de gagner? » Je vous dirais que oui. Je pense, j'en ai parlé un peu dans la dernière vidéo, mais oui, un méchant peut gagner, mais il faut que ce soit un méchant qui soit bâti du sens stratégique de la chose. C'est-à-dire un méchant qui veuille gagner, qui est prêt à beaucoup pour gagner. Le prix en argent de dire, écoute, j'ai un prix de 400-500 000 à la fin, je vais me battre, je vais me déchaîner pour essayer d'aller chercher ce prix-là. Mais que ça soit pas de la méchanceté gratuite comme on a vu cette année par rapport à Camille, par rapport à Mathieu, c'est-à-dire de juste bitcher le monde pour bitcher le monde, être méchant pour être méchant, sans aucune stratégie long terme de comment que j'amène mon jeu, comment que j'amène mes choses. Les gens vont avoir le côté, le public va pouvoir respecter un joueur qui va vouloir se battre pour gagner à la fin, mais ils ne respecteront pas un méchant qui est juste bitch. Et ça a été ça l'enjeu par rapport à Camille. Camille était juste bitch. Elle n'était pas stratégique. Elle n'a pas essayé de créer des choses. Je pense que si on avait vu Camille, comme je vous disais dans la dernière vidéo, qui était allée sur le tapis rouge, se montrer les fesses, puis avait dit « Je vous ai montré mes fesses parce que je connais les hommes. Les hommes, c'est des épais, c'est des cons. Ils vont embarquer là-dedans, puis ils vont me prendre tout de suite, juste à cause que j'ai fait ça. » Elle se fait prendre, elle est capable d'en rire. Après ça, de dire « Écoute, je vois bien que Mathieu Claudie, c'est un couple important. Je vais essayer de péter le couple. Je vais essayer de faire en sorte que... » Le monde à la maison aurait pu dire Hey bitch, mais c'est parce qu'elle a un objectif, c'est de gagner. Elle a vraiment une stratégie, puis elle essaye de la mettre en application. Mais Camille n'était pas stratégique, elle était juste émotive par rapport aux gestes qu'elle faisait. Donc le public n'a pas respecté ça. Aurait pas respecté ça à la fin, au même titre que Mathieu. Mathieu avait aucune stratégie à part de dire Ouais, ben je veux que ce soit les couples méritants qui soient à la fin. C'est pas une stratégie, ça. Ça, c'est innocent. T'as pas essayé d'éliminer tes rivaux, t'as pas essayé de péter les coupes, t'as pas essayé de créer quoi que ce soit. Tu t'es juste acharné sur Kevin à peu près le 3/4 du jeu, puis quand Kevin s'est fait éliminer, ben tu t'es écrasé sur ton alliance. Ça a été à peu près ça, là. C'est pas stratégique. Fait qu'à ce moment-là, la méchanceté de Mathieu est pas interprétée comme étant stratégique. Il est juste méchant gratuitement. Le public ne récompensera pas un joueur qui est méchant gratuitement. Il va récompenser un méchant qui veut remporter la game, qui est prêt à beaucoup de choses, mais dans l'optique de gagner. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple l'année dernière, j'aurais très bien pu voir quelqu'un comme Jonathan ou Maude qui aurait été plus stratégique dans sa façon d'être, qui aurait pu arriver et dire OK, on essaye de casser des coupes ou on essaye de faire des choses, mais de façon respectueuse, dans le sens de dire on essaye de gagner. Je pense qu'ils auraient pu bien paraître à la télévision. Mais bon, ils ont bien paru à la télévision sans être stratégiques. C'est bien pour eux autres. Ils ont quand même perdu. Mais les gens auraient été prêts à lui donner le prix dans un tel contexte quand même. On a eu Yves Barry qui a écrit, il a écrit quand même un message parce que je pense que Yves Barry il est frustré de voir Matt et Trudy gagner. Pour ma part, c'était évident que Trudy gagne avec Claude Bozo. Trudy est une ancienne employée des productions J, une porteuse de valises. Elle a aussi eu un bout de chemin de carrière avec La Voix en France et haute apparition dans le monde artistique. Une protégée qui vont faire en sorte qu'elle ait une carrière. Je suis cynique, mais les ficelles étaient trop grosses. Il y a des gens beaucoup qui me parlent de ça. Je tiens à vous dire, puis je comprends votre cynisme, puis malheureusement, je vous dirais, peu importe qui aurait gagné, il y a du monde qui va avoir cette mentalité-là, de dire ah ben ouais, cette personne-là a gagné à cause de. Souvent, on voit ça se produire quand les gens sont frustrés que les personnes pour lesquelles ils prenaient ne gagnent pas. Donc, ils cherchent une excuse. Si Mathieu Claudie avait gagné, il y a bien des gens qui auraient fait comme ben ouais, on sait bien. C'était les favoris de la production dès le début. Ils se sont matchés, ils ont eu plein d'activités, ils ont eu plein d'affaires. C'était le couple du départ. La production a voulu les protéger jusqu'à la fin. C'est des mangements pareils. Si Alexandre et Kiari avaient gagné, probablement qu'il y aurait eu des gens qui auraient fait comme c'est ça, ils voulaient voir enfin un couple
diversifié avec Alexandre, avec un Afro-Américain, pas un Afro-Américain, un Afro-Canadien, avec Kiari, qui gagne parce que c'était une première fois, puis là, c'est pour ça qu'ils ont poussé cette histoire-là. Là, ils ont voulu faire ça parce que ça aurait été la même chose si, par exemple, Kate avait été en finale. Ah, ben ouais, on sait bien, ils voulaient vraiment pousser l'histoire de la transgenre, puis ci, puis ça. Il y a toujours des gens insatisfaits puis qui vont toujours voir le complot derrière. La réalité, c'est que généralement, 99,9% du temps, il n'y en a pas de complot. Les maisons de production sont des maisons tellement gigantesques qu'un joueur de télé-réalité comme Trudy, comme Matt, comme n'importe qui d'autre, c'est une goutte dans l'océan. Si vous pensez vraiment dire « Ah man, ils peuvent faire de l'argent sur le dos de Trudy parce que ci, parce que ça », tu penses vraiment qu'une maison de production comme Production J qui doit faire des dizaines, voire des centaines de millions par année, se calisse pas éperdument d'un 50 000 pièces qu'ils peuvent faire à propos d'une joueuse d'une télé-réalité? Ils s'en foutent. C'est plate à dire. C'est pas important pour eux autres. Ça n'a pas aucune valeur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec leur show à la base. Leur show, est-tu rentable? Oui, non. Qui gagne à la fin? Ils s'en foutent. Parce que, puis le meilleur exemple de ça, parce qu'il y a des gens qui me disaient ça par rapport à Trozy. Meilleur exemple, Marie-Mé a perdu dans Star Academy. Elle a été la perdante. C'est elle quand même qui fait le plus de cash de tous les académiciens. C'est comme ça. Je veux dire, elle a upgradé ses affaires pour... Mais s'il avait vraiment voulu miser sur Marie-Mé, il aurait pu y faire gagner Star Academy. Ils l'ont pas fait. Ils s'en sont foutus. Ils ont quand même fait du cash sur son dos, pareil. Puis maintenant, elle a une grande carrière et tout. Mais c'est quand même ça. Trudy, ça pourrait être la même chose. Elle aurait pu perdre à la fin. Puis il aurait bâti une carrière autour d'elle quand même parce qu'elle a été appréciée du public. Parce que si, parce que ça n'a aucune importance pour une maison de production comme Production J, bien sincèrement. Je comprends, il y a des gens qui voient un peu les complots partout. Les gens sont un peu cyniques par rapport à tout ce qui se passe, puis ils pensent que tout le monde tire les ficelles, puis ah man, je vais faire ça, puis là, il y a un gros plan en arrière de tout ce qui se passe. Puis, généralement, c'est de l'improvisation. C'est plate à dire, mais généralement, c'est de l'improvisation. Et dans tous les gestes que la production peut poser, c'est brouillon. Puis on le voit dans les twists d'Occupation Double. Je veux dire, les twists, c'est visible de la lune que c'est brouillon puis que ça a été écrit sur un coin de table. Là. Ça l'a été. Il n'y a pas de maître penseur en arrière qui fait comme oh oui, on va optimiser la valeur de tel candidat par rapport à tel autre en faisant gagner. Ben non, ils veulent juste que le show soit bon. Ils essayent de provoquer des choses. C'est tout croche. Puis that's it. C'est des amateurs. C'est pas. Il n'y a pas de plan. Puis moi, je vois ça quotidiennement. Il y a des gens qui font comme ah oui, il y a telle chose. En politique, c'est pareil. Ah oui, il y a des plans machiavéliques d'un bord puis de l'autre. Man, c'est tellement tout croche partout. C'est pas aussi. C'est pas aussi intense que les gens semblent le croire. Puis, surtout dans une télé-réalité, la production s'en fout des joueurs. Ben sincèrement, la production s'en contrefout des joueurs. C'est bien rare qu'ils vont prendre un joueur. Puis, je vais prendre encore l'exemple de l'année passée. Si vraiment le favori de la production avait gagné, c'était Renault. Puis on le sait tous que c'était Renault. Ils l'ont même pris pour les auditions cette année. Puis ils n'ont pas permis de gagner pareil. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent. C'est pas important. C'était. C'est pas. Ça n'a pas de valeur à l'usure de qui remporte la télé-réalité. La carrière après, je vous dirais, oui, s'ils voient du potentiel, ils vont aller chercher la personne. Mais que la personne finisse troisième, deuxième, première dans une télé-réalité, ça n'a aucune incidence sur le parcours qu'ils veulent y faire par la suite. Ce n'est pas un tremplin automatique. C'est pas parce que tu gagnes Occupation Double que tu vas devenir ou qu'on te récompense pour telle chose. Puis moi, ça me frustre parce que je l'ai vécu d'une certaine façon avec Love Story 6. Il y a eu beaucoup de gens, dont même des Losters, qui sont sortis puis qui ont comme fait « Ah, ben là, Sébastien, il était proche de la production à Love Story 5, fait qu'il a été favorisé à Love Story 6. » Ou « Ah, Sébastien, il y avait eu des difficultés avec Love Story 4 à se faire payer, là, ils l'ont récompensé à Love Story 6. » Puis c'est tout de la merde. La preuve, quand je suis arrivé à Love Story 6,
puis que j'ai gagné, là, une des premières choses que je me suis fait dire, c'est que la production était déçue que je gagne. C'est plate. Les membres de la production voulaient même pas que je participe au départ. Alors, au tout début de Love Story 6, avant que le show commence, on m'avait offert une job de chroniqueur avec Kim sur le panel, exactement comme j'avais eu à Love Story 5. On ne voulait pas que je retourne dans le loft. Et j'ai fait à ma tête, j'y suis retourné quand même. Et un des hauts dirigeants de l'émission avait dit à tous les membres de la production que lui, ce qu'il voulait, c'est que ce soit une femme qui gagne Love Story 6. Vu que c'était 4 gars en ligne qui avaient gagné Love Story, il y avait eu moi, Cass, Charles-Éric et Kevin. Les membres de la production voulaient que ce soit une fille qui gagne la revanche. Puis ça avait mis tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés dans la production parce que c'était moi qui avais gagné. Fait que, malgré tout, par la suite, il y a des gens qui me sont arrivés en faisant comme « Ah ben ouais, c'est sûr que la production allait te donner l'argent ici. » Mais c'était même pas vrai. Les membres de la production voulaient même pas que je gagne. fait que ça vous donne un peu une idée. Des fois c'est dans notre tête. T'sais, on voit des gens qui gagnent qu'on n'aime pas ou nos favoris ne gagnent pas. Et ça fait en sorte que, malheureusement, on trouve des excuses à ça. On fait comme, ah man, ils ont gagné à cause de telle raison, ou les miens ont perdu à cause de telle raison. Mais généralement, c'est plate à dire. La logique, c'est que le monde a voté. Le monde a voté massivement Matt Trudy pour, on peut dire, par rapport aux images qu'ils ont vues à TV. Si vous voulez contester le fait de dire les images étaient tout croches ou ça a été dévalorisant par rapport à Mathieu Claudie, ou peu importe, ça peut être une conversation qu'on peut avoir, mais globalement, c'est le public qui a voté. C'est plate à dire. Pour ceux qui n'ont pas aimé ça, ben, vous voulez que je vous dise, si vous aviez juste à mettre un 3000$ de plus, puis peut-être que vos favoris auraient gagné, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question d'argent en arrière de tout ça. Les gens votent, c'est le nombre de votes qui remporte. Et je vous ai expliqué un peu le phénomène la semaine dernière. Un vote contre un joueur est beaucoup plus efficace qu'un vote pour un joueur. Et dans cette situation-ci, il y avait tellement de joueurs, tellement de monde qui était contre Mathieu, qui ont voté massivement Matt Trudy. C'était inévitable, ça allait arriver. C'était prévisible, c'était visible de la Lune. Puis c'est ce qui est arrivé. Et donc, toute l'histoire de complot par rapport à ça, je vous dirais, Julie Snyder, elle connaît des gens extrêmement importants. Qu'une fille a été une porteuse de valise dans le banquier, je pense pas que ça y fasse un pli puis fasse comme « Oh oui, il faut absolument que je la fasse gagner. » Je pense que, ben sincèrement, là, elle doit s'en contrefoutre. C'est ben nice pour elle, là, mais je pense que ça n'a pas une telle importance pour elle non plus. Mais ça, c'est ma vision. Fait que, à part de tout ça, je pense que j'ai fait le tour pas mal des gros commentaires que vous m'avez laissés. J'espère que mes explications ont été claires. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'approfondisse d'autres sujets, gênez-vous pas. Écrivez en dessous de cette vidéo-ci, ça va me faire super plaisir. Quand je vais faire mon dernier vidéo d'OD, ça va être mon dernier vidéo par exemple, là. Je ferai pas 2-3 vidéos par la suite. Ensuite de ça, on va tomber un peu plus dans une saison morte là, pour le temps des fêtes. Je vais peut-être faire des questions-réponses. Si vous avez des questions sur d'autres sujets qu'Occupation Double, vous pouvez aussi les indiquer. Ça va être des vidéos que je vais peut-être faire un peu plus, comme je vous dis, durant le temps des fêtes. D'ici là, on va voir l'heure de vérité qui s'en vient. Ça va être ce soir parce que je tourne cette vidéo aussi en dimanche, donc durant la journée de dimanche. Je vais vous faire une vidéo sur l'heure de vérité, sur la semaine qui s'en vient, s'il y a quelque chose à dire, et je vais répondre aux derniers commentaires s'il y a quoi que ce soit. Donc, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres, et on se dit à la prochaine. Bye bye.